Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va analyser les qui veut être mon associé. Et comme d'habitude, on va donc se positionner du côté des investisseurs, comme si on mettait ou pas notre argent. L'idée, c'est que tu vois déjà comment ils pensent de l'autre côté. Je t'aide aussi un peu à avoir de la négo, etc. Enfin, tu as l'habitude. Et surtout, moi, mon but avec ces émissions, c'est de t'aider à réfléchir sur ton projet. Avant d'attaquer, je te rappelle l'usage. Prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors tu me laisses des étoiles et des commentaires là où tu m'écoutes. Ça m'aide énormément. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. L'onglet formation, il y a mes formations. Et dans l'onglet coaching, tu peux réserver un appel avec moi. 1 heure, une demi-heure. Tu as le choix, je ne suis pas inquiet. Tu vas trouver. Enfin, tu vas sur Amazon. Tu tapes riche, tu as mon livre Devenir riche sans argent qui apparaît. Ou alors, tu tapes crise financière et tu as mon autre livre Survivre à une crise financière qui apparaît. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. C'est ce que nous souhaitons aux 2 prochains intervenants. Je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans. Je m'appelle Dylan, j'ai 26 ans. On vient de Villeneuve-Loubet et on a inventé le chariot du futur. Vous voulez que je vous montre à peu près comment ça fonctionne? Allez, je veux bien. Allez, super. Bon, en fait, c'est assez simple. Vous scannez vos produits, vous les déposez. Ouais. En fait, vous avez un contrôle qui est fait tout au long de la session d'achat. Et donc, du coup, vous n'avez plus de relecture au hasard complète. Vous avez besoin de tout ressortir vos courses. D'accord. Voilà. Et à la fin, vous payez en quelques secondes. Bah alors essayons ça. Allez, on essaye. On a réussi à avoir une solution qui accompagne le client au magasin. On va vraiment enrichir son expérience d'achat. Donc, il va avoir accès à tout un tas d'informations. Et à la fin, le passage en caisse va se faire de façon totalement fluidifiée. Donc, c'est en ça, je pense, que ça révolutionne l'expérience qu'on a en magasin. Je trouve ça génial. Pas d'autre mot, c'est vraiment au top. C'est très très facile en fait. C'est même plus simple que la scanette. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça me fait gagner du temps, puis c'est amusant finalement quelque part. Et au moins vous savez exactement où vous en êtes, tout est affiché, enfin bon, je le recommande. Pour développer cette solution, c'est des années de travail dans des conditions difficiles. C'est des années où on ne va pas forcément se payer. Puis après, oui, c'est du temps. C'est quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que même quand on dort, on y pense. Quand on est en week-end, on y pense. Enfin, c'est permanent. Hein. Mais après, voilà, on continue parce qu'on y croit, quoi. On sait que ça va marcher. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, bon, j'ai eu un couac. Bon, tu vois qu'il y a une introduction. On m'a dit, regarde ça, tu verras, c'est bien. Le début, c'est génial. Bon, le début, c'est génial. Je comprends pourquoi on m'a mis ça. Il y a 2 éléments complètement opposés pour moi qui sont hyper intéressants dans cette introduction. Le premier élément extrêmement intéressant de mon point de vue, c'est la partie, on pense tout le temps à l'entreprise, on est tout le temps dedans, des années de développement. Donc apparemment, ils vont nous présenter un nouveau produit, raison pour laquelle ils sont à qui veut être mon associé. Mais je vais prendre le temps de m'arrêter pour parler du chariot. Alors j'ai hâte de voir quel est le nouveau produit, je ne suis pas au courant, je veux quand même que tu le saches. Là pour moi, si c'est le chariot en tout cas, ça n'est pas adapté. Et c'est pour ça que je t'ai donné cette phrase « avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, les supermarchés sont en perdition. Il y a de plus en plus de gens qui font le click and collect dont nous faisons partie. Moi, ça fait des années et des années que je ne suis plus allé dans un supermarché et je ne vois plus l'intérêt d'y aller. Je n'ai ni l'envie ni le besoin d'aller dans un supermarché. Déjà, je veux le préciser, quand j'allais dans les supermarchés, je faisais toujours en sorte de passer dans la caisse de moins de 10 articles. Quand j'ai commencé, ça c'était avant que je sois en couple, maintenant ça fait très longtemps que je suis en couple, mais bon, tu m'as compris. Quand j'ai eu une vie de famille, après, on a eu fait à un moment donné, je m'en rappelle, on a eu une période où on faisait un petit peu les supermarchés comme nos parents. Mais en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on était très bien organisés, on essayait d'y passer le moins de temps possible, ça ne nous a jamais intéressé. Et aujourd'hui, depuis des années maintenant, on est au click and collect, on n'y va plus du tout, on gère notre quotidien comme ça. Je ne vois plus l'intérêt dans ces trucs-là. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas client. Donc déjà, tu vois, l'émission, elle n'a même pas commencé. Si ça touche à ça, alors c'est pour ça que je t'ai dit la phrase avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, parce qu'en fait pour moi ils sont juste c'est trop tard, voilà, ils arrivent après le marché. Ils auraient dû inventer ça il y a des années quand les supermarchés étaient à l'apogée de leur j'ai envie de dire de leur positionnement. Aujourd'hui souvent les grandes surfaces sont en difficulté, il y a des problèmes, elles ferment, enfin tu vois, c'est en complète restructuration alors qu'il y a quelques années on n'aurait même pas cru ça possible. Les surfaces qui sont, on va dire, en expansion, c'est les petits supermarchés. D'ailleurs, moi, dans ma région, c'est le cas. Tu as les magasins Grand Frais qui sont en train de prendre un monopole du frais, justement. Et on se rend compte aujourd'hui que le client,
préfèrent aller dans des magasins spécialisés qui sont fractionnés plutôt que d'aller dans un grand magasin qui leur offre tout et où finalement on leur vend de la MERDE, excuse-moi, passe-moi l'expression, mais où le produit que tu as n'est pas de qualité. Donc la consommation est en train de changer et pour moi aujourd'hui ils sont en retard sur leur temps, ce qui me permet de rebondir sur la deuxième partie qui est très intéressante parce que oui, l'entrepreneuriat c'est ça, mais non, ça n'est pas ça non plus parce que le problème de l'entrepreneuriat c'est que tu ne dois pas développer pendant des années un produit, tu dois tout de suite le confronter au marché pour justement le développer et l'améliorer en ayant la certitude que ce que tu fais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait on ne sait jamais ce qu'il faut exactement faire. Un marché, c'est sujet à mouvement, à changer. Et toi, tu dois être capable de t'adapter. Et j'ai peur, ça n'a pas commencé, qu'ils ne se soient pas adaptés ou qu'ils ne sont pas dans le marché. En tout cas, pour moi, là, ça n'a pas commencé. Je ne suis pas du tout emballé. Alors après, en même temps, je ne sais pas de quoi ils vont nous parler. Mais déjà, là, ce qu'on voit, pour moi, ça ne correspond pas à ce dont on a besoin. Plus aujourd'hui, en tout cas. Ça a été à la page, mais ça ne l'est plus. On va voir ce qu'ils vont nous présenter. Aujourd'hui, donc, on sort un nouveau produit qui va être plus simple à déployer et qui pourra être déployé à très grande échelle. Et donc, c'est pour ce nouveau produit qu'on a besoin des investisseurs pour nous aider à le développer. Ce rendez-vous, c'est un moyen de continuer dans notre lancée et de développer un produit encore meilleur que celui qu'on a aujourd'hui et qui, selon nous, sera le produit qui pourra vraiment révolutionner les grandes surfaces et être déployé à milliers d'exemplaires. Malgré qu'on soit un peu à bout de force, parce qu'effectivement les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années ont été assez éreintantes, on va essayer de convaincre les investisseurs que notre projet il vaut le coup. On espère avoir l'énergie pour montrer que notre produit, c'est le meilleur. Petite intervention avant l'entrée devant les investisseurs. Ce qui me dérange, c'est les années de travail avec, je prends au mot, je sais que je suis un peu parfois tatillon, mais il faut savoir l'être. Ils pensent que c'est leur meilleur produit, c'est eux qui le pensent. Est-ce que le marché va valider leur théorie, l'a déjà validé? J'ai un énorme doute, je ne sais pas pourquoi. En fait, ce qui me crée le doute, c'est toutes ces années de développement dans un coin sans avoir la réussite en face. C'est une énorme erreur. Alors, après voilà, et c'est toute la difficulté en réalité de ces situations-là, c'est que l'entrepreneuriat c'est très dur. Parfois, il faut savoir s'acharner. Parfois, il faut savoir passer à autre chose. C'est extrêmement difficile et il ne faut pas avoir peur des fois d'abandonner ses convictions pour aller de l'avant et trouver justement le juste prix, le juste produit. Et parfois, il faut savoir s'obstiner. C'est très dur l'entrepreneuriat. Et je suis un peu effrayé parce que je me demande, je suis interrogatif sur la mesure réelle des propos tenus. J'ai la sensation que c'est eux qui ont des convictions, qu'il n'y a pas de retour de marché et j'ai la sensation que malheureusement, encore une fois, ils ne sont pas à la page. Donc voilà, je te donne beaucoup de sentiments avant que ça commence parce que c'est vrai que sur cette introduction, ce qui ne me plaît pas, c'est le temps de développement qui me paraît énorme et qui malheureusement joue en leur défaveur parce que pendant que tu développes, tu ne te confrontes pas au marché. Et tant que tu ne te confrontes pas au marché, tu passes à côté du potentiel réel que tu as dans les mains. Et plus tu te confrontes rapidement au marché, plus vite tu exploites et plus tard tu te confrontes au marché et plus longtemps tu te perds dans une erreur. Et j'ai peur qu'ils soient perdus dans une illusion qu'ils se sont eux-mêmes créés. Voilà. Donc bref, on va avoir l'occasion d'en parler, mais je suis obligé de le préciser, c'est important pour la suite. Et bonjour. 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 Je suis Dylan. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Alors pour nous présenter un petit peu, nous on vient d'une famille de commerçants, on aime le commerce et c'est pour ça qu'on a fondé la société Knapp qui crée des chariots connectés pour améliorer l'expérience d'achat dans les supermarchés. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'iCart, le seul moyen de rendre tous les chariots intelligents en un simple clic. Et donc c'est pour cette iCart qu'on vous demande 350 000 € pour 5% de la société. Et donc, à partir du moment où l'iCart est clipsée, c'est assez simple. Vous présentez vos produits, vous les déposez. Donc à partir de là, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités, par exemple votre liste de courses. Vous avez accès aux informations produits, comme le Nutri-Score, les allergènes, etc. Vous avez accès au montant de votre panier, à vos coupons, à vos réductions, ce qui vous permet de maîtriser votre budget. Et puis plus tard, vous aurez accès à des recettes, au guidage en magasin et même à un Tetris pour ceux qui s'ennuient un petit peu dans les rayons. Et pour le distributeur, c'est un média ultra performant qui permet de communiquer avec sa clientèle de façon personnalisée au cœur des rayons. Bon, là, on a l'utilité, on a finalement ce que fait le produit, c'est très clair, c'est concis, on comprend. Il y a un intérêt à plusieurs étages, y compris
au niveau finalement du supermarché, parce que comme il le dit, il peut même envoyer, j'imagine, des promotions en temps réel. Ça va mettre effectivement, tu sais, ces animateurs au chômage. Et encore que je ne suis pas certain, parce que l'animateur, il crée de l'animation. Là, tu peux directement envoyer la promotion. Bon, bref, peu importe, ce n'est pas le propos. Moi, ce qui me fait grincer des dents et qui a fait que j'interviens là maintenant tout de suite avant même de continuer à les laisser parler, c'est les 7 millions de valos. Là, j'ai avalé ma salive, j'ai fait « Ah !» Alors, il y a en réalité 2 solutions. Je pense qu'ils font du chiffre d'affaires et du coup, ceci explique cela. Dans ces cas-là, je m'attends et j'espère à un très gros chiffre d'affaires. En tout cas, je leur souhaite. S'il n'y a rien en face, c'est un délire. Il n'y a aucune... Je t'envoie à toi un message. Tu ne peux pas demander à des gens un montant si tu n'as pas de chiffre d'affaires en face par rapport à un projet. Et j'ai peur parce que en fait, alors j'ai hâte de voir. Je ne vais pas m'engager, mais j'ai un peu peur au vu du profil parce que je pense qu'effectivement, ce sont des gens qui ont construit quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est solide, que l'on peut toucher avec tout ce que ça implique. Il y a un énorme travail, mais ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé que tu mérites d'abord quoi que ce soit en face et qu'ensuite, si tu l'as fait sans avoir la validation encore du marché, j'insisterai jamais assez là-dessus. Il faut que tu valides ton projet par le marché, il faut que ton marché soit prêt à payer pour ce que tu offres. Tant que ça ne se valide pas, tant que tu n'as pas de l'argent qui arrive sur tes comptes, c'est que ça ne va pas. Voilà. Et c'est c'est beaucoup plus compliqué que ce que la plupart des gens imaginent. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, une entreprise qui fonctionne, ce n'est pas quelque chose de simple. On croit de l'extérieur que c'est simple, surtout une fois que ça marche, mais tant que ça ne marche pas, le processus pour basculer de quelque chose qui ne marche pas à quelque chose qui marche est très compliqué. Donc bref, tu as compris que j'étais très inquiet. Je souligne simplement le fait qu'une boîte qui vaut 7 millions, pour laquelle on demande 350 000 euros pour 5%, de façon obligatoire, elle doit faire du chiffre d'affaires et elle doit amener des brevets et des garanties. 7 millions d'euros, c'est une énorme valo et tu ne peux pas demander autant si tu n'as rien à mettre en face. Maintenant, je vais les laisser parler et on va les écouter, toi et moi. Notre histoire commence en 2018, quand on était encore étudiants et que nous étions coincés dans la file d'attente à un supermarché et où on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème sur la grande distribution actuelle, qui était l'expérience d'achat en magasin, qui est déplorable par rapport à celle d'Internet. Donc on s'est attelé en fait à résoudre ce problème de la file d'attente en premier et de l'expérience d'achat en magasin de manière plus générale. S'ensuit à peu près 4 ans de collaboration avec les plus grandes enseignes de distribution alimentaire françaises, où nous avons pu tester nos prototypes sur des milliers d'utilisateurs, ce qui nous a permis de comprendre leurs besoins et de leur proposer une expérience d'achat fluide et assez simple d'utilisation. Des centaines d'heures avec les gérants des points de vente nous ont fait comprendre 2 choses. Premièrement, les solutions de self-scanning, par exemple comme la Scannet, génèrent énormément de démarques inconnues, donc c'est-à-dire des produits qui sont non payés à cause des oublis des utilisateurs, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Et donc, à cause de ça, leur rentabilité est réduite et ils sont obligés de contrôler au hasard leurs clients de façon très récurrente. Et la seconde chose, c'est que la solution idéale doit être très simple à installer et ne pas changer les habitudes des collaborateurs et des consommateurs. Alors, au cours de ces années, on a pu développer et tester plusieurs modèles, notamment ce chariot qui a fait ses preuves en magasin et qui encaisse aujourd'hui environ 30 000 clients par an. Ce chariot nous a permis de tester notre proof of concept en magasin, à la fois auprès des distributeurs et des utilisateurs. Nous avons pu développer dessus notre intelligence artificielle qui s'appelle Thémis, qui en fait analyse les actions de l'utilisateur sur le chariot et qui nous permet de détecter justement les actions frauduleuses ou les oublis de scan. En fait, l'iCart a exactement les mêmes fonctionnalités que le chariot. Simplement, bien sûr, il est beaucoup moins cher à produire, à maintenir, à transporter. Mais on offre exactement les mêmes fonctionnalités. Et c'est grâce à notre expérience avec le chariot qu'on a pu développer ce produit-là. Donc aujourd'hui, l'iCart est une solution qui peut être déployée à très grande échelle. Et donc, avec ce produit, nous comptons réinventer les courses dans des milliers de magasins et nous vous proposons d'y participer. Merci à vous.
Merci. C'était dur le pitch, hein. C'était stressant. Hein. Eh ouais. C'était poussif. C'était pas à la hauteur de la techno qui est présentée. C'est dommage parce que le produit il est cool, vraiment il répond à un truc, mais on vous a senti tendu. Donc maintenant détendez-vous, que vous puissiez récupérer. Il y a souvent des fondateurs qui font un super pitch et après ils sont stressés, donc vous faites-le à l'envers. Decathlon, c'est un peu la même techno au final. C'est-à-dire que tu pèses tes produits, ça les scanne et C'est pas du tout la même technologie. C'est des étiquettes RFID qui sont collées sur chaque produit. Dans la grande distrib, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. S'il faut réétiqueter tous les produits, sachant qu'en plus on a des produits à très faible marge et que les étiquettes coûtent assez cher, on peut pas utiliser la même techno. Et vous faites comment? Il y a une caméra qui regarde un petit peu les mouvements? En fait, on a 2 caméras qui sont montées à côté du scanner, donc juste derrière la poignée, sous l'écran. Et on a effectivement un réseau de neurones qui est entraîné sur différentes actions de scan-pose, de je scanne un produit, j'en mets un autre. Mais est-ce qu'on gagne en fluidité? Est-ce que vous avez timé ça en disant, avec notre système, en fait, on passe beaucoup plus de monde à la caisse et on gagne une caisse, 2 caisses, je sais pas comment vous chiffrez ça? Aujourd'hui, une vingtaine de chariots, ça peut amortir le flux d'une caisse à plein temps. C'est à peu près ce qu'on a chiffré. Et donc oui, non, le passage en caisse est largement accéléré. La plupart du temps, ça dure quelques secondes. Ça coûte combien, une machine comme ça? C'est une solution de leasing qui est tout compris pour le point de vente. Combien du coup le leasing pour un point de vente? Ça dépend beaucoup de la durée d'engagement et du nombre de chariots qu'il prend, mais ça tourne environ à une centaine d'euros le Par chariot. rapport à un caddie normal? Ah ben non, nous on se compare pas au caddie. Alors on est extrêmement plus cher qu'un caddie classique parce que nous, c'est notre support. Nous on est une caisse, donc on se compare aux caisses. Au demeurant, je dois le reconnaître, c'est hyper intéressant. Alors d'abord, effectivement, le pitch a été très laborieux, mais ça, tu peux pas leur en vouloir. Le côté à l'aise, il faut pas oublier que dans ces émissions, il y a les caméras, il y a tout le staff autour. C'est pas quelque chose, c'est pas un exercice auquel beaucoup de personnes sont entraînées. Et même quand tu es entraîné, tu peux avoir des tracks, il y a plein de choses qui font que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Bon bref, peu importe, c'est pas la question, on va pas s'arrêter sur le track, c'est un détail. Ce qui est intéressant, c'est la connaissance qu'ils ont de leur marché. Ce qui est intéressant, c'est aussi les réponses qu'ils apportent. Je les trouve très pertinentes. Et là, il y a eu un échange dont je veux absolument que tu t'inspires, qui est extrêmement important, puisque effectivement, moi j'ai fait la même erreur. Pour moi, c'est un chariot. Or, ils viennent de reprendre Anthony Bourbon, je crois, ou Jean-Pierre, enfin j'en sais rien, peu importe. Et il dit, non mais de toute façon c'est pas la question, parce qu'effectivement il dit combien coûte votre chariot, donc il répond plus ou moins en disant une centaine d'euros par rapport à un chariot normal, parce que même moi je sais pas quel est le prix d'un chariot normal, mais ton humble serviteur a fait des recherches et je peux aujourd'hui te dire qu'un chariot normal ça coûte entre 26 et 600 euros. Et bien évidemment, le prix dépend de plein de paramètres, comment il est fait, les matériaux, etc. J'ai même trouvé un chariot à 8000 euros. Donc en réalité, il y a vraiment tous les prix. Voilà, tu peux même en acheter sur Amazon à 69 euros. Enfin, c'est peut-être pas Amazon d'ailleurs. Non, c'est un chariot d'occasion. Enfin bref, peu importe. De toute façon, tu peux en trouver dans la rue aussi des chariots. On s'est compris. Bref, les caddies de supermarché, il y a tous les tarifs. L'erreur que j'ai faite et qui a aussi été faite, c'est donc naturellement de le comparer. Et j'ai beaucoup aimé la réponse. Il a dit non mais attendez, c'est pas un chariot en fait, c'est une caisse enregistreuse. Et c'est tout à fait vrai. Il a raison. Quand il l'a dit, ça m'a apparu comme une évidence. Mais tant qu'il ne l'avait pas dit, pour moi, c'était qu'un chariot en fait. Et ce qui est intéressant, et ce que je veux que tu notes dans un coin de ta tête, c'est exactement ça. C'est tu peux transformer la réalité d'une personne qui observe n'importe quoi sur cette planète. Je vais te le dire autrement. En réalité, nous avons tous devant nos yeux, je vais dire, des choses que l'on regarde, que l'on observe. Et pour moi, ces observations que l'on fait, que l'on apprécie au quotidien, en fait, elles nous apportent l'avantage, je dirais, de nous donner un avis sur les choses qui découlent de notre expérience, mais le désavantage de ne pas voir au-delà de ce que nous ne pouvons voir. Et pour moi, c'est l'éducation. Donc je vais te le dire autrement parce que là, je me suis un peu perdu dans mes propres pensées, donc je vais reformuler. Mais en gros, je pense que quand on observe quelque chose, on l'observe en fonction de notre perspective, de notre éducation et de nos connaissances. Mais que dès qu'il y a une intervention de qui que ce soit sur le sujet en question, cette perspective peut être remise en cause par cette tierce personne. C'est ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'était un caddie, jusqu'à ce qu'il fasse remarquer que c'est une caisse enregistreuse, et ça devient une caisse enregistreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois connaître ton produit. Tu dois savoir exactement à quoi tu te compares, son utilité, et tu dois être capable de pouvoir répondre à ce genre de questions et à t'extraire d'un marché. Là, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel.
au lieu de comparer son caddie à un caddie classique en fer qui n'a aucune valeur ajoutée, il te compare à une caisse enregistreuse et là, naturellement, tu te dis « Ah oui, c'est plus complexe. Ça demande une intervention humaine. » Et il répond « Avec 20 caddies, on élimine une personne. » Donc, je suis désolé, après, mon but, ce n'est pas de supprimer les personnes, mais quelque part, l'intérêt du supermarché, c'est de limiter sa masse salariale qui est déjà importante. Et là aussi où c'est intéressant, c'est quand on t'explique le système des étiquetages, quand on te compare avec ce qui existe déjà chez Decathlon, tu finis par comprendre qu'en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et là, pour moi, en quelques secondes, le produit vient de prendre une autre dimension. Ça ne veut pas dire que j'aurais envie d'investir, ça ne m'intéresse pas trop, parce qu'encore une fois, le modèle, j'y crois plus. Je pense que c'est un modèle qui est en déperdition. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça a une apparence simple, alors qu'en réalité, c'est complexe. Et moi, je crois que ça, ce sont les ingrédients de quelque chose qui réussit. Je pense que quand tu vois quelque chose et que tu le vois comme quelque chose d'extrêmement simple, mais qu'en réalité, c'est élaboré, recherché et que tu ne vois pas cette couche de complexité parce qu'elle est dissimulée sous la simplicité, ben, tu tiens quelque chose qui ne peut que fonctionner. Parce que ça paraît trop simple, du coup, ça éloigne la plupart des gens. Ils se disent oh, c'est simple, c'est un caddie, voilà, ni plus ni moins. Et les gens ne se rendent pas compte, ne se soucient pas du degré de complexité qu'il peut y avoir derrière. Du coup, ils passent à côté de la valeur réelle et du coup, c'est eux qui la captent. Bravo. Et c'est ce que tu dois chercher à faire. Donc, je ne crois toujours pas au produit, malheureusement, voilà, il faut le reconnaître. Mais je reconnais le savoir-faire et ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça, c'est déjà énorme. Pas le fait que je le reconnaisse, mais le fait qu'ils arrivent comme ça à créer quelque chose qui ne paraît pas ce qu'il est réellement. Et si tu arrives à le faire, tu tiens quelque chose. Donc vous avez ce chariot-là et le deuxième avec la tablette et le chariot classique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on est sur exactement les mêmes fonctionnalités que le chariot. Simplement, bien sûr, voilà, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger pour les magasins à installer. On a simplement un socle en plastique standard et on peut rétrofiter n'importe quel type de chariot. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apporter les chariots, etc. Donc aujourd'hui, vous vendez quoi? Aujourd'hui, c'est ça qui est en point de vente. Et c'est ça qu'on vend notre but, maintenant aujourd'hui. c'est de vendre ça. Je trouve ça intéressant de montrer qu'au final, on veut toujours faire compliqué. Exactement. Au début, on a tendance à projeter des idées complexes et en réalité, vous avez réussi à réinventer votre produit et ça me semble beaucoup plus intelligent parce que les milliers de caddies, les centaines de milliers que chaque enseigne a, j'imagine que pour eux, c'est 50 fois plus simple de plugger cette caisse aujourd'hui. Là, ce qui serait intéressant de voir, c'est l'innovation que vous apportez par rapport à une scanette classique. Est-ce que vous pouvez faire la démo pour dire, OK, avec une scanette classique, ça, je me fais avoir. Avec ça, là, il y a vraiment un gain, il y a un intérêt pour le distributeur et le consommateur. Le top, ça serait que vous essayiez de faire des fraudes, en fait, tout simplement. Bah oui, je pense que c'est le mieux. Hein. Eric, il va le frauder. Tu te sens voleur. Voilà, toi. voilà, je pense que c'est le plus simple. C'est ma jeunesse. Essayez de faire des fraudes. C'est 20 ans d'expérience. 20 ans là. Vous avez un rayon là, Ok. posez des produits, Je laisse le chariot ici. Ouais, vous pouvez le laisser là. Bon, on va faire... Prends un truc cher. Voilà, déjà, je vais pas frauder au début, hein, pour voir comment ça marche. Donc là, vous avez le code barre, voilà, il a été pris. OK. Ah, là, je me comporte bien. Essayez d'en scanner un et d'en poser un autre, ou d'en scanner deux et d'en poser... Ouais, voilà, parfait. Ça, c'est la bonne fraude. Bah oui, forcément, c'est le premier truc auquel on pense. Malin. Attends, j'ai une autre technique. On voit le vice, on découvre le vice d'Eric. Moi qui pensais qu'il était pur, eh ben dis La donc. légende, la tombe, La là, légende. franchement, la légende, là. Le gendre idéal vient d'en prendre un coup, là. Donc là, on va voir si je reçois la vidéo. Alors, donc ça, c'est la première fraude. Ça, c'est quand vous avez posé les deux. Regardez. On voit votre petit package de fraises derrière. D'accord, parce qu'en fait, les caméras ici ont un bel Exactement. angle. OK, très bien. Moi, je suis en train de penser à toutes les mères qui sont en train de faire leurs courses avec leurs enfants. Elles vont se faire arrêter à la porte de la sortie à tous les coups. On a 100 sessions d'achat par jour et je vous assure que ça se passe très bien. Et ça se passe bien avec les Super. mères et leurs enfants. Alors, on va juste terminer sur la fraude pour conclure. Donc, effectivement, j'ai fraudé et j'ai vu les vidéos qui ont été envoyées en alerte. On voit qu'à un moment, j'en avais un qui était derrière parce qu'il y a un angle qui montre. Et donc, ça l'a vraiment détecté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive en caisse et il y a un collaborateur du magasin qui a été prévenu et ensuite qui va contrôler mon caddie. Exactement. En fait, le collaborateur, il a une tablette, il reçoit les vidéos, il connaît votre numéro de session et donc, à la fin, il va pouvoir corriger votre erreur. On leur fournit juste un outil plus développé pour faire leur travail.
En fait, ce qui se passe, c'est que sur les scanettes existantes, il y a des contrôles, mais c'est aléatoire. Et donc, c'est punitif pour tout le monde. Là, l'idée, c'est que, entre guillemets, les bons élèves ont une expérience d'achat extrêmement fluide et peuvent passer en 10 secondes à la sortie sans attendre. Donc, la promesse au consommateur, c'est qu'il va gagner beaucoup de temps. Exactement. D'accord. Et en fait, c'est en rassurant le point de vente qu'on lui permet, qu'on peut lui Parce qu'on est proposer d'accord ça. qu'il faut associer complètement le consommateur à l'expérience. Et donc, il faut aussi qu'il y ait toute une argumentation positive pour le consommateur et pas seulement, effectivement, non punitif. Bien sûr. Vous pouvez faire du marketing en plus, du coup, et pousser des pubs pendant que je fais mes C'est courses, ça. qui sont quasiment géolocalisées ou en fonction de ce que moi j'ai déjà acheté. Exactement. C'est même quelque chose qui peut réduire le coût du chariot pour les commerçants. Donc là, parlons peu, parlons bien, on a finalement la techno qui est validée. On voit bien que, au bout du compte, ça fonctionne, quoi. Voilà, tu veux essayer de gruger, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, ça a été pensé pour t'empêcher de gruger. On a tout qui a été testé. On a aussi donc l'explication de l'intérêt pour le supermarché d'opter pour ce type d'outil plutôt que la douchette qui existe déjà, que j'ai jamais utilisée de ma vie. Je trouve assez intéressant pour l'instant que personne ne relève l'objection que moi j'ai formulée en tout début d'émission sans l'avoir vue, j'insiste parce que c'est important. Je suis assez surpris que personne ne manifeste le fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent dans les supermarchés. Je suis désolé de te le dire, mais c'est avéré, les supermarchés enregistrent une baisse de fréquentation. Alors, j'ai fait des recherches, tu sais que j'aime bien dans ces émissions parler. C'est sûr qu'on ne parle pas de chiffres qui sont énormissimes. On parle de 5 à 10% de moins de fréquentation. Honnêtement, je pensais beaucoup plus que ça. Je suis assez surpris de voir que les gens font encore leurs courses au supermarché. Mais bon, bref, après je respecte, voilà. Donc, c'est sûr que 10% de moins que les années précédentes, c'est pas énorme. Enfin, il y a une baisse, voilà, de 10% structurellement, mais parce qu'il y a d'autres propositions, parce que le marché évolue. Ce qui, à mon avis, est tout à fait normal, en fait. Je pense que, voilà, puis pareil, je pense qu'on parle des supermarchés, on parle des grands supermarchés. Les grands supermarchés ont racheté les petites supérettes, donc je pense qu'ils ont rééquilibré. Parce que moi, je vais plus dans les supermarchés, mais je vais dans les supérettes de quartier. Enfin bref, bon, je m'attendais à des chiffres pires que ça, donc mon argument ne tient pas. Je fais mon mea culpa. J'ai fait un petit peu des recherches, et pour tout donner les chiffres que j'ai trouvé 6,1% de baisse sur les pires mois de l'année. Voilà, donc je ne peux même pas parler, tu vois, d'une baisse colossale au stade, à l'échelle que moi j'évalue. Et c'est marrant parce qu'au final, ça te montre que, et pourtant, tu vois, c'est une erreur que je t'invite à ne jamais faire. En fait, je prends mon expérience personnelle comme étant finalement la réalité générale. Et c'est une énorme erreur qu'on fait tous. Et je viens de la faire dans cette émission. Comme quoi, on peut tous la faire. J'ai la sensation que tout le monde vit comme moi, alors que pas du tout. Les gens continuent d'aller au supermarché. Donc peut-être que ce produit vaut le coup. Peut-être que certains d'entre eux vont investir. Moi, je ne suis pas du tout emballé. Je reste sur mes positions. J'ai du mal à voir un futur avec Internet, avec des caddies. Mais bon, nous verrons bien. En tout cas, le produit répond à vraiment beaucoup de besoins et il a un intérêt clair et limpide pour les supermarchés. Bon, ils l'ont amélioré, comme l'a dit Anthony Beaumont. Au lieu de complexifier un produit, ils l'ont simplifié, ce qui est encore plus intéressant. Moi, j'ai tendance même à leur pardonner leurs fautes, on va dire, d'élocution pendant le pitch, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc pour moi, a priori, tous les voyants sont au vert, si ce n'est que moi, ça ne me plaît pas, ça ne me parle pas. Mais on va voir la suite. Du coup, on va peut-être parler un petit peu de chiffres, parce que vous avez une valorisation à 7 millions. Donc, vous avez fait combien de chiffres d'affaires ces 2 dernières années? Nous, aujourd'hui, on est payé sur des tests en magasin, etc. Nous, notre premier point de vente sur de la longue durée, on l'a signé il y a quelques mois. Et donc, on fait environ 30 000 euros par mois, entre 20 et 30 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois. Les 20-30 000, c'est ce chariot-là. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffre avec la version plus allégée, on va dire. Exactement. Attends, juste un truc, on n'a pas le prix de ce chariot, ni le prix de la solution donc, allégée. En fait, on n'a pas de prix tout court depuis tout à l'heure. Ouais. C'est un leasing, on peut pas l'acheter. 100 euros par mois. Voilà, mais la solution allégée, on passe à combien? Ça sera environ moins cher. une trentaine. Voilà, en fait, sur celle-ci, on a un potentiel de réduction avec la quantité qui est bien plus élevé que sur celui-ci. Donc, sur des petites quantités, ça baisse une trentaine de %. Par contre, sur des très grosses quantités, on peut plus que réduire le coût par 2. Est-ce que dans le modèle économique, finalement, il n'y aurait pas une autre voie qui serait d'installer gratuitement notre solution, d'avoir un parc énorme et ensuite de gérer donc l'ensemble, l'intégralité de la régie publicitaire qui rapporterait beaucoup plus que de faire un petit leasing sur ce produit? Bien sûr.
on est complètement d'accord, c'est le modèle vers lequel on tend, mais dans tous les cas, en fait, on intéresse ces personnes-là que quand on a un certain parc de chariots, et pour déployer ce parc de chariots, il faut des moyens, donc on est obligé de faire payer les points de vente sur cette solution leasing, et par-dessus cette solution leasing, on rajoute une solution de financement par la publicité. J'ai bien compris. J'aimerais juste revenir sur les chiffres. On peut espérer faire combien en chiffre d'affaires en 2024? On sera environ 2 millions d'euros en 2024. La levée de fonds, on en est où? J'imagine que vous avez déjà levé pour afficher ce genre de valo, ce genre de montant. Qui sont les investisseurs? Quelles sont les conditions? Donc nous, aujourd'hui, on a levé l'année dernière avec des experts du marché. Donc on a des experts de la grande distribution alimentaire. On n'a que des business angels de ce profil-là, des anciens cadres dirigeants des grandes enseignes. Et donc l'année dernière, on n'avait pas ce chariot. On avait, je crois, que 2 enseignes. Là, aujourd'hui, on en a 4 avec lesquelles on travaille. Et donc, on relève aujourd'hui quasiment la même valorisation que l'année dernière pour ces vous avez levé combien? C'est pas facile de vous faire sortir des chiffres. L'année dernière, combien on a levé? Oui. L'année dernière, on a levé 1,6 million capital. Donc vous avez combien de pourcentage? Nous, on a un peu plus de 60%, 63%. Et donc vous avez fait la levée de fonds d'1,6 et donc ils ont combien de pourcentage? Le reste, ils ont 40% et quelques. D'accord. C'est ça. Donc 37. 37, c'est ça. Il faut être précis sur les chiffres. 37, tu dis 60, 63. Non, c'est 37. Ok, super. Moi, je trouve dommage l'intervention que vous faites parce que le produit est super intéressant. Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'entrain, de sourire pour compenser un peu le début de ce pitch? Pour être assez honnête, ce prototype est sorti de notre atelier dimanche soir, juste avant qu'on parte. C'est ça, Jonathan? Ça, ce prototype, oui, celui-là, mais les deux sont sortis en même temps, bizarrement. Absolument. Non, voilà. On voit que Jonathan a encore quelques bugs. C'est ça. Il vient de commencer le POC, là. Bien sûr. En fait, moi, j'irais plus loin. Je dirais que lorsqu'on cherche des business angels ou des investisseurs, il faut voir cette relation-là comme un mariage. En fait, là, c'est un jeu de séduction entre vous et nous. Et donc, clairement, le date, là, il est extrêmement froid. Donc, réchauffez-vous. Du coup, voilà, pas de tout va dessert. bien se passer. Pas de dessert, là. En fait, on tire le fil depuis tout à l'heure et c'est très difficile pour nous de mener le truc. Mais on vous pose ces questions-là parce qu'on a besoin d'identifier avec qui on va se marier, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, et puis je pense que je vais pouvoir me positionner dès maintenant, ce sera plus simple pour vous. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont déjà sur le coup. Vous avez 37% de parts en moins et vous me proposez 5% pour 350 000 euros. Je suis pour le ménage à 3, mais pas plus. C'est intéressant. On apprend des choses. Chacun fait ce qu'il veut. Le ménage à 3, ça ne me dérange pas, mais là, c'est trop pour moi. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je ne vais pas vous accompagner. C'est génial. J'adore. Moi, je ne suis pas contre le mariage à 3, mais pas plus. Hein. Elle a raison, Kelly. Bon, je vais essayer de faire par étapes. Il y a pas mal de problèmes à pas mal de niveaux. Je suis assez surpris. J'ai réenregistré ce passage plusieurs fois pour être tout à fait transparent avec toi. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis un peu perdu dans mes réflexions. Et plutôt que de me perdre et de te perdre avec moi, je préfère y aller par étapes. Premier problème, extrêmement dérangeant, le chiffre d'affaires. On est sur un demi-mot à 30 000 euros par mois. Ce qui nous fait un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 400 000, les 360 000 euros par an. Et on te demande 7 millions de valorisation. Je ne peux pas être d'accord. Alors oui, comme l'a fait remarquer Jean-Pierre, il y a un potentiel de double revenu, voire même de simplifier le revenu pour augmenter le parc, c'est-à-dire gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire que l'idée de Jean-Pierre qui consiste à dire on fait de la pub, on équipe gratuitement, du coup on cannibalise, j'ai envie de dire, le marché est une très bonne idée dans le déploiement rapide du produit, mais le problème, c'est que ça aurait été possible si la situation n'avait pas été ce qu'elle était. Et là, il va falloir que je sois beaucoup plus prudent dans ce que je m'apprête à te dire parce que c'est délicat. Leur situation, elle est à la fois compréhensible et à la fois, c'est les choix qu'ils ont faits qui les ont conduits dans cette situation inextricable. Je m'explique. Je te l'ai toujours dit, tu dois toujours lever le maximum d'argent autant que tu peux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est une réalité. Mais il arrive parfois où il faut être en capacité de se dire je vais lever le maximum avec le minimum d'associés. Et la réalité, je vais te la donner aussi maintenant, elle est plus compliquée encore à entendre, c'est que tu ne sauras jamais quelle est la situation idéale, ou plutôt quel est le choix idéal par rapport au projet que tu as. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne connaît pas l'avenir. Et que
finalement, leur problème à eux, c'est qu'au départ, ils sont partis sur un chariot qui est trop cher à produire, trop compliqué, trop complexe, qu'ils ont quelque part presque pivoté pour une solution clipsable, comme un petit peu quelque chose finalement que tu rajoutes sur quelque chose d'existant, une espèce de douchette simplifiée, mais qu'ils n'auraient pas créé s'ils n'avaient pas fait le chariot. Et du coup, là, tu comprends le processus et aujourd'hui, ils se retrouvent acculés dans un angle avec finalement très peu de solutions de repli. Et malgré tout, je dois quand même le souligner, des choix qui ont été faits qui étaient judicieux parce que s'ils n'avaient pas fait rentrer ces personnes de la grande distribution dans leur société, ils n'auraient pas déployé leur chariot, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Et à l'inverse, ils n'auraient pas dû le faire parce que du coup, aujourd'hui, ils sont aussi coincés. Ils n'offrent pas une opportunité intéressante pour les investisseurs. Le chiffre d'affaires n'est pas là. La dissolution ne fonctionne pas. Conclusion, on est dans une situation inextricable, malheureuse parce que le produit répond à un problème et il est fonctionnel. Mais malheureusement, des choix qui, à mon avis, en plus, et c'est ça qui me dérange en fait dans mon analyse, c'est que, et je peux me tromper, mais ils ne pouvaient pas faire d'autres choix. Parce que ce sont les choix qui les ont conduits à ce produit. Et aujourd'hui, ils sont coincés. Donc soit ils se refinancent en interne. À mon avis, c'est la meilleure option. Et ils ont une idée, ou en tout cas un axe de développement qui soit clair, qui leur permet de finalement prendre le virage et de déployer leur solution. Soit, malheureusement, j'ai peur qu'ils meurent. En tout cas, à mon sens, ils n'auront aucun financement dans cette émission, je le pense, je vais oser le dire parce que je ne vois pas, avec les conditions actuelles, dans la situation dans laquelle ils sont, comment ils arriveront à, je vais dire, enrôler avec eux un investisseur assis face à eux. Et je vais finir en n'étant pas très sympa. Finalement, moi je trouve que cette émission est hyper intéressante parce que, tu vois, je t'ai même dit qu'à un moment donné, c'était pas très grave que je leur pardonnais finalement leur problème d'élocution. Et bien j'arrive à la fin, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans l'émission. Parce qu'au bout du compte, je me dis quoi ? Je me dis, mais en fait, finalement, s'ils avaient été plus enjoués, s'ils avaient été, comme l'a dit Kelly, plus séducteurs, plus, je vais dire, dans l'empathie, la compréhension, l'accompagnement et la jovialité, la gaieté, peut-être qu'ils auraient pu convertir quelqu'un là où malheureusement, et j'arrive à le comprendre, c'est peut-être un profil plus ingénieur, plus froid, tu vois, bon, voilà, moins chaleureux, mais du coup, il n'arrive pas à créer de la sympathie et du coup, on n'a pas envie d'y aller. Et c'est peut-être finalement l'élément qui manque à ce pitch pour qu'on se dise, ils ont fait des erreurs, mais je leur pardonne et je vais quand même tenter avec eux l'aventure malgré tous les points négatifs. Là, il n'y a pas ce côté chaleureux et finalement, ça tombe comme un château de cartes. C'est très dommage parce que pour une fois, il y a un produit, même moi, alors que j'y crois pas, j'arrive à reconnaître la qualité du produit, mais là, il passe à côté. On va voir ce que vont dire les autres, mais j'arrive à comprendre le refus de Kelly. Quand on fait un pitch, comme l'a dit tout à l'heure Kelly, on est en date. Et moi, quand j'investis dans des sociétés, j'ai envie qu'on me fasse vibrer, qu'on me fasse un peu rêver. Et là, franchement, la date, c'est pas très bien passé là. J'ai du mal à être inspiré. Quand on parle de chiffres, c'est pas très précis. Et ça m'embête parce que je trouve que votre solution est très bien. Je trouve que c'est smart. Je pense que ça va faire gagner du temps à beaucoup de consommateurs. Mais après, je sais pas, je le sens pas. J'aurais aimé que le pitch il donne plus envie. Et c'est vraiment dommage. Je vais passer. Et je suis vraiment désolé, mais je vous souhaite bonne chance parce que je trouve que c'est vraiment bien ce que vous avez créé. Merci. Bon, c'est un marché qui est très intéressant, que je connais un peu. Il y a une dizaine d'années, j'avais un comparateur de prix, ça s'appelait Prixing. Et on essayait absolument de se connecter à la caisse, parce que c'est la clé du business, comme vous le savez bien. Et cette approche, c'est la bonne approche. Par contre, je suis obligé de rejoindre les autres sur le fait, c'est que je pense que vous avez un peu raté votre pitch. Jonathan, tu es en souffrance. On vous sent vraiment en retenue et tout, et ça joue un rôle. Bon, en plus, il y a aussi une valo qui est élevée, on arrive un petit peu après la bataille. Mais là, ouais, je le sens pas et donc forcément, pour ces raisons-là, je vais passer. Je vais couvrir les deux, donc Tony Parker et Eric Larchevêque, comme ça va être très clair. Bon, Tony Parker, c'est normal que ce soit mal passé, manque de précision, il leur a fait remarquer et pour autant, il n'y a pas eu de réaction. Et de l'autre côté, pour Eric Larchevêque, la valo, à un moment donné, et là, moi, je t'envoie une bouteille à la mer et je vais faire un parallèle avec l'immobilier. Les gars, à un moment donné, il vous faut arrêter
Quand des agents immobiliers, quand des professionnels vous donnent un tarif et que vous en voulez plus, c'est la même chose. Quand tu annonces 7 millions pour une boîte qui en vaut même pas 3 ou 4, c'est compliqué de t'attendre à avoir des offres quand derrière les mecs se disent bon ben là si je dois faire une offre, je dois en offrir la moitié, donc quoi ça sert puisque de toute façon ils ne voudront pas, puisque de toute façon ils ont déjà levé de l'argent sur cette base, parce que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que un marché évolue, la base de la levée de fonds elle a été validée à un moment donné, mais à un autre moment, elle peut être invalidée. Intelligence financière, le marché a changé, je change la valo. Tu vas me dire, ah oui mais je ne peux pas faire ça parce que je vais désapprécier, enfin ça se dit pas ce que je vais dire, pardon. Je transforme la valorisation et du coup mes investisseurs ne seront pas contents parce que ma boîte vaut moins, gna, 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 gna. Mais d'accord, mais bon, enfin, tu veux l'argent ou pas? Voilà, tu veux l'associer ou pas? Il faut se poser les vraies questions. Et c'est pareil pour ta maison. Tu la vends ou tu la vends pas en fait? Non, parce que si tu la vends à 40% plus cher que son prix, en fait, tu la vends pas. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde, mais vraiment pas beaucoup de monde qui sont capables de te faire une offre à 40% plus cher que son prix réel. Et ça, il faut l'entendre en fait. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir, se poser, réfléchir, se poser les vraies questions en toute humilité, difficulté que ça implique. Et tout ce qui va avec. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas facile. Dans la vie, on prend tous des décisions. Il n'y a aucune décision qui n'est facile. Et il y a des décisions même qui sont plus dures que d'autres. Quand tu es face à une dure décision, il faut oser la prendre. Donc moi, tout ce que j'ai à te dire, ne surévalue pas tes biens. Accepte quand tu as perdu. Prends ta perte, comme je dis souvent. Et avance. La perte présente est toujours plus importante que l'argent que tu ne gagnes pas à côté. Je vais te le dire autrement. Tu as acheté ta maison 200 000. Là, aujourd'hui, elle vaut 180 000, d'accord? De ne pas prendre la perte de 20 000 euros aujourd'hui, ça te fait perdre tellement plus d'argent parce que ce que tu ferais avec l'argent, ben, tu ne le fais pas, que en fait, tu ferais mieux de la prendre tout de suite. Alors bien évidemment, l'idéal, c'est de gagner et on veut tous gagner. Mais malheureusement, parfois, on perd. Et plus tôt tu prends la perte, plus vite tu passes à la suite. Moi, je vais vous dire, on a le sentiment à la fin donc, de votre passage que votre business est bon et qu'il va être bon. La seule chose, c'est qu'il y a un décalage très fort entre la valo, de mon point de vue, et la réalité à date. C'est-à-dire que la réalité à date, c'est que on avait un premier produit, mais qu'on va abandonner au profit d'un deuxième, qu'on est au tout début donc, de ce produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas casé un seul, et donc on n'a aucune perspective pour savoir si on va y arriver. Et donc, il y a un vrai risque, ce qui correspond donc à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire prendre des risques en termes d'investissement, sauf que c'est ou trop tôt ou trop tard. Voilà, c'est qu'il fallait venir le coup d'avant avec une valo plus basse en disant « Ok, je mise sur ces gars-là, si ça marche, on cartonne. Si ça marche pas, ben, au moins, effectivement, donc, je suis rentré sur une valo basse. » Alors que là, en fait, dans l'histoire de la dette un peu loupée, c'est que j'ai l'impression que j'arrive et la jeune fille est déjà fiancée, quoi. Donc, j'arrive un peu tard avec mon bouquet de fleurs. Donc, c'est dommage. Pourtant, j'avais mis du parfum. Donc, c'est un rendez-vous loupé. Ça arrive. Gageons que vous trouverez d'autres, effectivement, donc personnes avec qui ça matchera mieux donc, et plus vite. C'est un super produit. Vous avez une belle marque, le logo il est cool. Sur Internet, vous avez de la presse, vous avez su attirer l'œil. Et donc du coup, je suis obligé d'être extrêmement dur sur votre prestation. Elle n'est pas à la hauteur de ce que vous méritez avec un produit comme ça. Donc je suis embêté, je ne sais pas trop comment me positionner. Parce que la plupart du temps, je suis comme mes camarades. Si j'ai pas un feeling, je vais pas plus loin. J'ai besoin d'être porté. Et c'est vraiment dommage parce que votre produit, il est fou. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, enfin, on était assez stressés. Mais j'ai une question, du coup. Qu'est-ce qui vous débloquerait? Quand j'ai un doute en entretien, je sors un outil, tu vois. J'appelle ça la pyramide. Tu vois, c'est en 2 morceaux. Ok. Et très facilement, je peux faire une pyramide, vous le voyez tous, hyper rapidement. Si tu es capable de faire cette pyramide en 30 secondes, c'est bon. Je pourrais me chauffer à investir. C'est moi qui le fais ou c'est toi, Jonathan? C'est toi le plus intelligent de nous deux. C'est bon. Oh, t'as été vite, hein. Parce que c'est très dur. Je suis un peu dégoûté, non? Grosse démonstration, Anthony. Je vais le faire à Eric, essaie de le faire. Si tu réussis pas, Eric, tu mets la moitié avec Anthony. Non mais c'est très compliqué. Normalement, les gens ont du mal. Donc tu vois, J'abandonne, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bravo. En gros, l'intérêt de cet exercice, c'est même pas que tu y arrives ou pas, en réalité. Mais c'est de voir comment tu te comportes face au stress. Et tu vois, Eric, par exemple, il arrête parce qu'il n'y arrive pas. Et donc, il y a des profils qui se décrivent.
Bref, je pense que vous avez besoin de moi. Parce que moi, je suis un très bon vendeur. Dire qu'à votre place, tous les jurys investissent avec un produit comme ça, si je fais le pitch à votre place. Je vais apporter ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Et en plus, je peux vous connecter à tous les patrons de la grande distribution. Je vais vous faire une proposition, mais je ne vais pas pouvoir me caler sur cette valo. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre les 350 000 pour 5%. Mais je veux 5% en plus, en tant que conseiller, advisor, vous appelez ça comme vous voulez, pour vous accompagner et surtout vous apprendre à pitcher. Parce que vraiment, vous méritez de briller plus que vous l'avez fait aujourd'hui. Vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit d'aller là-bas et réfléchir. Déjà, merci pour la proposition. On revient dans quelques minutes. Allez-y. Allez. Je suis bluffé parce que je n'aurais pas cru. La démarche intellectuelle d'Anthony Bourbon est bonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que ce qui leur a manqué, c'est le pitch, c'est la capacité à vendre le projet. Ils ne l'ont pas vendu du tout. Ils sont passés à côté littéralement. Donc la réalité, elle est simple. Tu prends un vendeur, il t'apprend à vendre. Tu passes à l'étape d'après. Imbattable, implacable. Problème de Valo, il le balaye de la main. Et encore, je trouve qu'il est sympa. Il en offre le montant qui est demandé. Il faut savoir saisir les opportunités. J'ai bien aimé le coup de la petite pyramide qu'il a assez déstabilisé, puisque le but derrière, et il le dit, et c'est intéressant, c'est pas forcément de réussir, mais de voir comment tu te comportes. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est plus une question de comportement que quoi que ce soit d'autre. Le plus dur, je viens de te le dire, c'est de prendre les décisions qui s'imposent, et pas forcément les bonnes, qui s'imposent à toi. D'ailleurs, tu sais quoi ? Ce conseil, il faut aussi que je me l'applique à moi-même. J'adore vraiment ces émissions. On va voir la fin. Et non, mais il a été hyper vite. Toi, t'es choqué. Il faut faire un triangle. Fais une pyramide. Une pyramide, pardon. Oh, je suis allé plus vite qu'Eric. Super, j'ai une chance. J'ai une chance de réussir dans le business. Déjà, merci Anthony pour la proposition. Merci pour tous vos conseils et les critiques qui étaient à prendre et qui étaient correctes et qui représentaient vraiment notre prestation. Maintenant, pour la proposition d'Anthony, on a pas mal réfléchi. C'est assez dur pour nous de se positionner là-dessus, mais j'espère que tu es de bons conseils et que tu vas vraiment bien nous accompagner parce qu'on va accepter ton offre. Bravo. Bravo les mecs. Bon, on va travailler tout ça très vite. Bon. J'ai cru que vous alliez refuser, j'allais me vénère. Non. Finalement, vous êtes bon, hein, regardez, il a patienté. Vous avez fait un bon teasing sur la conclusion, je savais pas. J'ai vu Jonathan sourire. Bon bah bravo, super. Bravo, Merci à les mecs. Au revoir. Au revoir, bonne chance. Ça, la fin s'est mieux passée. La fin s'est mieux passée que le début, c'est sûr. Bon, bah voilà. C'était assez difficile, je m'attendais pas que ça soit aussi dur. Non, c'était assez impressionnant et je pense que ça nous a... Voilà, on n'était pas préparés à ça. Je pense pas qu'on a été particulièrement bon, mais encore une fois, la communication, c'est pas forcément notre fort. On est des gens de terrain et de produits. Maintenant, voilà, dans la vraie vie, on est très sympa et il n'y a pas de problème. Hein. La réalité qui est un petit peu difficile à entendre, c'est que la société est en procédure collective. C'est en cours. Donc, c'est fini. La société est fermée. Ça n'a pas été, je dirais, concluant. Malgré, alors je veux quand même le préciser, je suis assez surpris de ce que j'ai pu trouver en ayant fait des recherches. Je me demande même si je suis tombé sur finalement les bons éléments par rapport à cette société parce que on a la sensation que la société, elle s'est déployée, qu'elle a ouvert plein de choses. Alors soit je me trompe complètement d'entreprise, soit il y a des éléments qui n'ont pas été donnés. Je ne te cache pas que depuis le début, sur ce pitch, j'aurais été sur la défensive, sûrement d'ailleurs à cause de la prestation qui a été réalisée oratoire, hein, on s'entend. Il y a effectivement quelque chose que je trouve bizarre sur cette société, mais bref, je ne saurai jamais quoi. La société est en procédure de liquidation judiciaire au moment où j'enregistre cette émission. Il n'y a pas de suite. Je ne sais pas et je n'ai aucun moyen, je n'ai pas accès aux documents. Donc je ne sais pas si Anthony Bourbon a investi et a perdu son argent ou si Anthony Bourbon a investi et a gagné de l'argent. Je ne le saurai jamais. Ce que je sais et que je veux te transmettre à la fin de cette émission, c'est que déjà, tu ne dois pas surévaluer tes biens, de quelque nature qu'ils soient, premièrement. Deuxièmement, et ça aussi je veux te le dire, c'est hyper important pour moi, sois à l'écoute du marché. Ne passe pas trop de temps à développer, mais au contraire,
confronte-toi au marché pour t'assurer que ce que tu développes, eh bien, c'est ce qu'il faut que tu travailles dessus. C'est-à-dire que tu es sûr que en fait, tu travailles sur quelque chose que le marché attend et du coup, tu vas avoir du résultat en face. Et enfin, eh bien, comme ça a été souligné à la fin par Anthony Bourbon, tu as le droit d'être un ingénieur, tu as le droit d'être quelqu'un qui travaille dans des bureaux, qui n'est pas à l'aise en vente, qui n'est pas à l'aise face à la caméra, peu importe. Mais entoure-toi de ces personnes-là. Ils ont su aller chercher des associés pour rentrer dans les supermarchés. Ils auraient dû aller chercher des vendeurs pour vendre leurs projets. Ne t'embête pas à te mettre en face d'investisseurs si tu n'es pas capable de parler ou en tout cas d'aligner 3 mots ou en tout cas de réaliser la vente. C'est très dommage parce qu'encore une fois, le produit était bon. Je pense qu'ils tenaient quelque chose mais qu'ils n'ont pas su le développer. Et je pense qu'on a tous des problèmes de cette nature-là. On se cache souvent derrière l'argent. J'ai pas l'argent d'embaucher un vendeur. J'ai pas l'argent de payer quelqu'un pour ceci. J'ai pas l'argent. Mais associe-toi, bordel. Ça règle tous tes problèmes. Ou trouve quelqu'un qui veut rejoindre l'aventure avec toi. Et je vais te dire quelque chose. Et je vais conclure là-dessus. Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un de te rejoindre, tu n'arriveras pas à convaincre tes clients de prendre ton produit. Tu n'arriveras pas à convaincre les investisseurs de déployer ta boîte. Tu n'arriveras pas à convaincre les fournisseurs de te donner des avantages pour t'aider à te développer. Tu passes ton temps à convaincre des gens autour de toi. Donc, arrête de te chercher des excuses. Passe à l'action. Trouve les personnes dont tu as besoin et avance. Et si, dans la pire des configurations, tu ne trouves pas les gens dont tu as besoin, demande des conseils autour de toi. Paye des gens pour te donner des conseils, prends des coachings. Ça sert à ça, bordel. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais j'ai envie de te bouger là-dessus. Ils avaient tout. Ils passent à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su aller chercher les personnes dont ils avaient besoin, alors qu'ils ont su le faire pour les supermarchés. Non, ils n'ont pas d'excuses en fait. Et en réalité, on est tous comme eux. On n'a pas d'excuses. Donc passe à l'action et encaisse le pognon. Ça, c'est une fin qui restera dans l'histoire d'Internet. Bon, tu connais la fin de la chanson, hein ? Tu likes, tu partages, tu me laisses un commentaire là où tu m'écoutes. Tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu tapes crise financière, tu as mes livres qui apparaissent, Survivre à une crise financière ou Devenir riche sans argent. Bientôt les prochains parce que je suis en train de travailler dessus. Et puis sinon, écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!